Alors, aujourd'hui, on va décortiquer le mariage, mais sous un angle un peu différent. On va mettre de côté, juste un instant, tout l'aspect romantique pour le regarder pour ce qu'il est d'un point de vue purement légal. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le contrat financier le plus important d'une vie. Imaginez un peu le scénario. On passe 10 ans à monter sa boîte, à y mettre toute son énergie. Et là, on décide de faire entrer un cofondateur. D'accord? Sauf que on lui donne 50% de tout ce qui a été construit et de tout ce qui sera construit à l'avenir, sans même jeter un œil à son passé financier. Ça paraît complètement fou, n'est-ce pas? Et pourtant, des millions de personnes signent exactement ce genre de deal chaque année. Et ce deal, eh bien, ça s'appelle le mariage. On touche là à un paradoxe assez fascinant. Pour un partenaire d'affaires, la fameuse due diligence, la vérification, c'est la base, c'est non négociable. Mais pour un partenaire de vie où les enjeux financiers sont souvent bien plus importants, on y va souvent au feeling, à l'intuition. C'est un peu comme si on oubliait que le mariage, aux yeux de la loi, c'est avant tout une fusion entre deux entités économiques. Abordons le premier gros risque, c'est ce qu'on pourrait appeler la mort financière lente. Ce n'est pas un truc qui explose d'un coup, non, c'est plutôt une hémorragie lente qui ne s'arrête pas. C'est ce qui arrive quand une personne qui épargne se marie avec une personne qui dépense. Ce chiffre, 1 500 000 euros, il peut faire un peu peur. Mais il faut bien comprendre ce que c'est. C'est le coût d'opportunité potentiel sur 30 ans. Ce n'est pas de l'argent qu'on a perdu sur un mauvais placement, non, c'est bien pire. C'est toute la richesse qu'on n'a jamais pu créer. Tout simplement parce que les habitudes de consommation d'un des partenaires ont empêché le couple d'épargner et d'investir. Et là, les maths, elles ne pardonnent pas. Une personne disciplinée qui met 20 000 euros de côté par an est sur la bonne voie pour devenir millionnaire. Mais si son partenaire, par une multitude de petites décisions au quotidien, fait chuter cette épargne à seulement 5 000 euros, l'impact à long terme est juste colossal. Ces dépenses excessives agissent comme un boulet, un frein qui annule toute la magie de l'effet boule de neige des intérêts composés. Cette citation, elle résume parfaitement le sentiment. C'est cette frustration, cet épuisement de nager à contre-courant. Et le bilan psychologique est souvent terrible, parce que chaque discussion sur l'argent devient un conflit. Ça pousse même souvent la personne qui épargne à juste lâcher l'affaire, à abandonner ses ambitions financières simplement pour avoir la paix. Bon, on a vu la mort lente. Passons maintenant à un risque beaucoup plus brutal, plus catastrophique, la destruction immédiate et massive de richesses à cause d'un divorce. Si le premier cas était une maladie chronique, là, on parle d'un vrai crash financier. Les statistiques sont sans appel. Un premier mariage, c'est quasiment une chance sur deux de finir en divorce. C'est littéralement jouer la pile ou face. Qui accepterait un niveau de risque pareil pour n'importe quel autre investissement majeur de sa vie? Probablement personne. Le point crucial à comprendre, c'est que la division va bien au-delà d'un simple 50-50. D'abord, il y a les frais d'avocat qui viennent manger une grosse part du gâteau. Ensuite, les coûts de transaction. Vendre la maison, liquider des placements, peut-être au pire moment. Au final, le pouvoir d'achat peut être réduit de 60 voire 70%. C'est un retour brutal à la case départ, mais avec 10 ans de plus au compteur. Et comme si ça ne suffisait pas, la destruction de patrimoine ne s'arrête pas là. Il y a la pension alimentaire. Ça peut obliger légalement la personne qui gagne le plus à financer le style de vie de son ex-partenaire pendant des années. En gros, l'ex-conjoint devient une ligne de passif sur le bilan personnel, une dette qu'on ne peut pas effacer et qui plombe sérieusement la capacité à se reconstruire un avenir financier. Bon, le tableau est un peu sombre, c'est vrai. Alors, face à ces risques, qu'est-ce qu'on fait? Passons des problèmes aux solutions. Il s'agit simplement d'appliquer les mêmes principes de bon sens que dans le monde des affaires, mais à la décision la plus importante de sa vie. Voici une sorte de checklist des points qui devraient faire l'objet d'une conversation obligatoire avant tout engagement. Ce n'est pas très romantique, on est d'accord, mais c'est essentiel. Il faut ouvrir les livres de compte, parler des dettes, des scores de crédit, de la vision de l'avenir. Une question toute bête comme « la richesse pour toi, ça veut dire quoi ?» peut en dire énormément. Si la réponse c'est la liberté, c'est un bon début. Si c'est acheter une Lamborghini, c'est peut-être un signal d'alarme. Le contrat de mariage est souvent mal vu. Pourtant, il faut le considérer comme une assurance auto. Personne n'achète une assurance en prévoyant d'avoir un accident. On le fait parce que la route est dangereuse. Eh bien, le mariage, statistiquement, c'est risqué. Ce contrat force les conversations difficiles au moment où l'amour est là et il permet de définir les règles du jeu de manière claire et respectueuse. Mais après avoir beaucoup parlé des risques, il faut absolument voir l'autre côté de la médaille. Parce que si la fusion est réussie, le mariage devient l'accélérateur de richesse le plus puissant qui soit. La fameuse fusion super-pouvoir. La différence entre une fusion ratée et une fusion réussie, c'est le jour et la nuit. D'un côté, la destruction de valeur. De l'autre, une accélération fulgurante. Deux personnes alignées financièrement,
qui vivent avec un seul revenu et investissent l'autre, bénéficient d'économies d'échelle massives. Elles doublent leur capacité d'épargne, se soutiennent et créent une dynamique financière presque impossible à atteindre quand on est seul. Donc le but, ce n'est pas du tout d'éviter le mariage. C'est d'éviter la mauvaise fusion. Il s'agit de choisir un partenaire qui multiplie les efforts, pas quelqu'un qui les divise. Un tel partenariat, c'est une véritable forteresse, capable de résister aux tempêtes économiques et de bâtir un avenir vraiment solide. Et on termine avec cette pensée un peu provocatrice. Un cœur brisé guérit, mais un compte de retraite brisé dure pour toujours. La douleur émotionnelle d'une rupture, avec le temps, elle finit par s'estomper. Mais les conséquences financières d'un mauvais choix de partenaire peuvent affecter tout le reste d'une vie. Le choix de ce cofondateur de vie est la décision d'investissement la plus cruciale de toutes. Il faut donc la traiter avec le sérieux qu'elle mérite.